Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Je vais donc parler de l'immobilier en Floride avec des produits assez particuliers que nous allons discuter ce soir, avec un objectif vraiment de trouver des solutions immobilières qui ont vraiment un but de rentabilité et d'oublier vraiment l'aspect spéculatif de montée de prix, mais on verra quand même sur la présentation que le timing est très intéressant pour vous permettre de faire un double coup. Donc pour ce soir, on va faire une petite présentation de la compagnie, vous expliquer un peu mon parcours. Nous allons discuter de l'immobilier en Floride, bien sûr, et ses particularités, la Floride elle-même en tant que destination. Nous allons parler du produit spécifique, donc les saisies bancaires, les foreclosures, le terme anglo-saxon, et le processus d'achat, donc à distance pour certains qui ne font pas le trajet. Les services administratifs américains vous permettent de faire beaucoup de choses à distance, dont l'achat d'un bien à travers fax, scan, Internet. Nous avons un système assez flexible qui permet vraiment de travailler sur email et de devenir propriétaire sans vous déplacer. Donc juste petit historique de mon parcours. Je suis aux États-Unis depuis 1992. J'ai passé tout mon lycée, toute mon université là-bas. Je suis donc j'ai reçu un master's à Florida State University, qui est donc la capitale de la Floride, donc qui est Tallahassee, donc la capitale administrative dans le nord de la Floride. Donc en Floride, je suis là depuis 1996. Ensuite, j'ai pris la direction d'une agence pour Bank of America, qui est une des plus grosses banques du monde, qui est maintenant devancée par Wells Fargo. Et ensuite, un rôle plus de banque privée à la Regions Bank, qui est une banque qui m'a permis de développer plutôt une clientèle assez particulière francophone et d'aider les Français à s'installer sur Miami et d'avoir une transition un peu plus assistée pour leurs entreprises qui voulaient commencer sur le territoire et trouver du logement et trouver des financements pour commencer leur parcours américain. Ensuite, on va juste présenter une petite vidéo donc de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc la société que j'ai aujourd'hui nous permet de gérer des maisons individuelles, donc des maisons qui sont dans des zones résidentielles qui parcourent à peu près une zone de 80 km entre Miami et West Palm Beach, avec l'objectif principal de traiter des produits uniquement en dehors d'associations. Donc ce sont des maisons qui sont individuelles, qui sont des propriétaires individuels et qui ne dépendent pas de frais de copropriété ou des charges qui peuvent être un peu incontrôlables et qui peuvent réduire votre rentabilité d'une façon importante. D'accord. Donc le service, l'objectif, c'est vraiment d'encadrer l'acheteur et de trouver donc un moyen de placer du produit dans ses mains sans vraiment de maux de tête et de pouvoir avoir quelqu'un sur place qui gère entièrement le produit. Donc nous spécialisons donc dans les quartiers résidentiels et le but, c'est vraiment d'avoir un produit clé en main. Donc l'objectif, c'est que vous n'ayez pas à appeler des plombiers, des couvreurs, des électriciens. Le but, c'est vraiment que quelqu'un sur place est vraiment votre interlocuteur à 100%. Le profil type de l'investisseur. Donc, nous avons à peu près 200 maisons sous gestion. Le profil type, principalement, ce sont des francophones, qui est vraiment l'objectif de notre groupe, c'est de relier la Floride à la France et la Guadeloupe, et des francophones qui sont un peu éparpillés dans le monde entier, qui sont donc à la recherche de rendements élevés. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal. En quête d'un quartier qui sera recherché dans les 5 ans. Donc évidemment, les gens cherchent un produit qui peut quand même être revendable. Certains n'ont pas cette demande, mais je la déconseille. Donc je cherche toujours des produits qui ont quand même déjà une plus-value et un produit qui sera recherché dans l'avenir par une famille américaine et qui sont évidemment tournés vers l'international. Évidemment, c'est une niche de personnes qui est quand même, que je trouve très... j'apprécie beaucoup que les gens regardent vers l'international pour des solutions en dehors de la zone euro, surtout.
Donc la Floride est maintenant le troisième État des États-Unis. Donc nous avons la Californie et le Texas. Et aujourd'hui, la Floride est quand même la première destination au monde au niveau de tourisme. Une industrie forte, 40% des exports sur l'Amérique centrale, l'Amérique latine. La production des oranges, 40% de la production mondiale. Donc c'est une région quand même qui est en croissance. Et quand on voit aujourd'hui qu'on est à peu près à 20 millions d'habitants, le chiffre intéressant pour moi particulièrement, c'est de regarder en 2025 que nous aurons pratiquement 6 millions de personnes de plus sur la Floride. C'est à peu près, en termes de rentabilité, quand un investisseur achète aujourd'hui, en 2025, ce serait à peu près le moment où tous les loyers rembourseront le capital en fait, de cet investissement. Donc dans 12 ans, 12-13 ans, on aura 6 millions de personnes de plus sur le territoire, dont, si on regarde en bas, donc 5 700 000 aujourd'hui sur Miami, on sera à peu près à 7,2 millions de personnes sur la région de Miami. Donc plus de monde, et nous sommes coincés entre l'Atlantique et juste à l'ouest de Miami, nous avons les Everglades, qui est un territoire vraiment préservé, dans lequel on ne peut pas construire. Donc les terrains ne sont pas forcément disponibles pour construire et accueillir pratiquement 2 millions de personnes de plus. Donc évidemment, la valeur du terrain va être intéressante à analyser parce que les entrepreneurs vont vouloir construire sur des terrains qui existent déjà, qui ont déjà des maisons. Et donc il va falloir racheter les maisons, les détruire et construire verticalement. Donc les personnes qui auront du foncier auront quand même un produit qui sera recherché sur le long terme. Pour regarder donc l'historique des prix sur la Floride particulièrement, la courbe nationale est très similaire, sauf qu'en Floride, on avait dépassé le cap des 400 000. Donc ce sont des prix moyens sur la région. Et on voit qu'en 2002, la courbe a commencé à monter. Et ce qui est intéressant à voir, c'est les deux couleurs. Donc la ligne rouge est réellement ce que les gens ont payé, et la ligne bleue est en fait la valeur du produit qu'ils avaient acheté. Et on voit qu'après la chute en 2008, 2006, 2007, les deux lignes se rapprochent fortement jusqu'à aujourd'hui. En fait, elles sont pratiquement à la même hauteur, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont beaucoup moins de support financier des banques, donc ils doivent payer plus cash. Et évidemment, les gens, quand ils payent cash, vont vouloir payer pour une valeur qui est beaucoup plus proche du produit qu'une valeur qui a un peu d'inflation et qui a le levier d'une banque. Et c'est une observation intéressante et qui nous mène justement à regarder, donc en plus de détails, qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 ans pour se rendre compte que chaque année, vous voyez des montées de prix à 10%, 10%, 11, 19, 27, donc des grosses montées. Et puis tout d'un coup, la dégringolade jusqu'à l'année dernière. Et en résumé, on voit que les 5 dernières années ont été vraiment en chute libre. Par contre, sur 10 ans, on a quand même une petite progression. Sur 20 ans, une grosse progression. Mais cette progression sur 10 ans ou sur même 20 ans, je pense qu'on l'a sûrement vu dans d'autres pays, on l'a peut-être vu en France sûrement. Et donc ce ne sont pas des chiffres qui sont extraordinaires, mais plus en parallèle avec des marchés européens. Par contre, quand on parle de rentabilité, on a vraiment un avantage intéressant dans le produit spécifique que l'on gère, nous, sur Miami. Donc c'est quand même positif de voir que sur 10 ans, il y a quand même une plus-value et de se dire quand même que cette année, on a quand même une progression qui nous permet de dire que la bulle a été récupérée. On a maintenant des progressions de prix qui, je pense, vont être entre 1 et 3% par an sur les 10 prochaines années. Les zones concernées, donc en termes de foreclosure, l'inventaire est très concentré sur Chicago. Par contre, Miami, la zone côtière Fort Lauderdale, Pompano Beach est deuxième au niveau national. Donc il y a beaucoup d'inventaire. Cet inventaire a été réduit fortement dans les 12 derniers mois, à peu près 71% de moins d'inventaire. Donc le timing est important. Il faut considérer un achat dans les 6 à 8 prochains mois pour bénéficier de produits et de profiter de la remontée des prix. Alors les foreclosures, principalement nos partenaires ou
nos cibles sont ces 4 banques, qui sont des banques nationales, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank et Fannie Mae, qui est une banque fédérale. Et qui dit foreclosure dit une économie, et ceci donc, nous permet d'avoir des rentabilités intéressantes. Donc pour un exemple, un prix moyen d'une maison sur Miami est autour de 228 000 $. Par contre, une maison en foreclosure descend à 138 000 $, donc une économie de 90 000 $. Notre objectif, c'est d'arriver en dessous de cette moyenne et de proposer des produits, donc des maisons, des single family homes, donc des maisons qui sont individuelles sur des terrains de 700 mètres carrés, 700 à 800 mètres carrés, des maisons de entre 80 et 130 000 $, donc, avec 2 à 6 chambres, dépendant du produit bien sûr, 100 à 150 mètres carrés, voire même plus. Nous avons certaines maisons qui font 200 mètres carrés. Et donc une tranche de loyer qui vont être entre 950 et 1 700 $ par mois. J'ai décidé de vous mettre un exemple. En fait, en moyenne, nos investisseurs ont un inventaire d'environ 4 maisons. Donc, qu'est-ce qui se passe avec 4 maisons ? Ça demande environ un investissement de 440 000 $, si on prend 3 bonnes maisons de 130 mètres carrés, on va dire. Ceci va vous donner, donc, sur la première ligne, donc 5 200 $ de loyer par mois, qui se reporte sur un an à 62 400 $. Ensuite, donc, en frais de gestion, vous avez 10% des frais, 10% des loyers qui sont pris en charge. Vous avez vos taxes foncières, donc qui vont être 1 mois de loyer par maison. Vous allez avoir des frais d'entretien, évidents, qui vont être une peinture, un frigo, une clim. Il va y avoir des frais évidents à anticiper. Donc les structures d'entreprise, de comptables, les bilans fiscaux en fait sur l'année. Donc pour 4 maisons, c'est pas méchant. Et puis les assurances qui sont disponibles, qui vont être aussi pour moi environ 1 mois de loyer. Donc en gros, on peut trouver 1 mois de loyer pour la gestion, 1 mois de loyer pour la taxe foncière et 1 mois de loyer pour les assurances et 1 mois de loyer pour l'entretien. Donc en gros, on va se retrouver avec 8 mois de loyer sur 12, permettant d'avoir une rentabilité donc, de 9% avant impôt. Le chiffre en bas, donc 39 760 $, qui serait approximativement le résultat de vos loyers après vos dépenses un peu incontournables. Ensuite, si on reporte ce chiffre pour faire un bilan fiscal, vous avez des frais déductibles. Et ces frais sont très intéressants parce que ce sont des écritures fiscales en fait, qui vous permettent de réduire en fait, le bénéfice qui est imposable. Donc, comme on a mentionné auparavant, vous avez déjà un vol par an qui est déductible. Quand vous venez, évidemment, vous aurez l'hôtel, vous aurez des restaurants, vous aurez des dépenses qui vont pouvoir se catégoriser dans les frais réels. Et à travers votre compte bancaire que nous allons ouvrir pour vous, vous aurez une carte bleue qui va vous permettre de faire quelques dépenses sur le territoire européen, vous permettant de faire des achats divers qui sont, sans exagérer, des dépenses qu'on peut défendre par rapport à votre activité, qui est une société immobilière. Donc, vous pourriez acheter une imprimante, vous pourriez acheter un ordinateur. Ce sont des dépenses tout à fait légitimes qui vous permettent de dire, écoutez, moi j'ai besoin de voir mes maisons, j'ai besoin de voir mes loyers, j'ai besoin de communiquer avec ma société de gestion aux États-Unis. Donc il y a de nombreux frais utilisables ou déductibles, donc qui, pour ce scénario, s'élève à 22 000 $. Cette somme-là est en fait complètement déduisible de ce total de résultats nets, vous descendant donc à un bénéfice net imposable de ce montant de 16 960. À partir de là, vous avez en effet une imposition de 10%, donc ceci pour quelqu'un qui a 4 maisons. Et ensuite, donc, le bénéfice vraiment net après impôt, qui sera de 37 000 $. Donc ça, c'est réellement l'argent que vous avez dans votre poche, après tout, et quand même en ayant profité de certaines dépenses avec lesquelles vous avez quand même quelque chose en échange. On finit avec des rentabilités très intéressantes. Et ces rentabilités sont vraiment à partir d'un produit très spécifique. Si on monte dans des tarifs de 160, 180, 200 000 $, les loyers dégringolent rapidement. Vous ne retrouverez pas les mêmes
les loyers ne vont pas suivre les prix. Il y a vraiment un plateau qui se crée et on retrouve des instabilités, donc des rentabilités qui seront beaucoup moins efficaces. Les zones résidentielles dont on parle donc, sont sur la côte de Miami-Fort Lauderdale. Je mentionne quelques villes ici, Fort Lauderdale, Hollywood, Miramar, Pompano Beach, jusqu'à West Palm Beach. Donc c'est une zone de 80 km. On va mettre la deuxième vidéo, pardon. Juste pour vous montrer. Alors ça c'est un exemple d'une maison qui est terminée, par exemple, qui nécessite une inspection municipale assez rigoureuse. Donc ce sont des maisons qui étaient abandonnées, qui avaient des anciens systèmes électriques, des anciens toits, des portes à refaire, etc., etc. Donc nous sommes obligés de remettre les maisons en condition pour que les inspections municipales passent et permettent en fait qu'une famille puisse vivre dans la maison. Donc nous avons un certificat d'occupance, nous appelons ça, qui nous valide en fait la sûreté de la maison au niveau électrique, au niveau plomberie, et qui permet donc à une famille de rentrer. Et nous allons revenir rapidement sur ce fameux loyer et ce système de location et d'inspection qui est assez particulier, que nous gérons et que nous contrôlons. Et même les investisseurs américains ne sont pas forcément familiarisés avec ce système. Donc voilà un produit fini. On aurait pu vous montrer des photos d'avant. La maison ressemblait à peine à une maison. Alors, ces loyers que nous essayons d'obtenir ou que nous obtenons sont à travers le département de Housing, US Housing Urban Development. C'est un acronyme qui s'appelle Section 8. Donc, c'est une aide au logement. C'est en fait une possibilité pour nous d'avoir des paiements qui sont faits par le gouvernement. C'est un programme qui existe depuis 1937, donc après la dépression. Le gouvernement avait besoin de remettre les familles dans des logements. Et jusqu'aux années 70, en fait, c'était vraiment le gouvernement qui construisait de l'immobilier pour y mettre des familles qui avaient besoin d'aide. À partir des années 70, il y a eu une réforme et ce service, en fait, maintenant était offert par des particuliers qui étaient propriétaires. Donc, des propriétaires comme vous, tout d'un coup, peuvent faire partie du programme d'aide au logement. Et le gouvernement va donc, à travers nos services, nous donner un locataire, une fois que les inspections sont passées, et va payer entre 30 et 100% du loyer. Ce sont des familles qui, en gros, gagnent moins de 50% de la moyenne nationale de revenus. Donc une famille, au niveau national, en moyenne, gagne $50 000 par an. Donc cette famille, pour qualifier, devrait gagner en dessous de $25 000. Donc ce sont des seuils qui sont juste au-dessus du seuil de la pauvreté, mais qui sont... l'objectif, c'est de mettre ces familles dans des quartiers qui sont stables, avec des écoles pour permettre aux enfants de revenir dans une situation sociale beaucoup plus sûre, et de remonter dans des niveaux à peu près à 80% de cette moyenne, de $50 000. Sur la région, nous avons plus de 6 000 familles sous ce programme. Donc nous avons énormément de candidats. Les listes sont longues, donc le souci de louer une maison n'est pas du tout présent. Nous avons 3-4 candidats par maison. C'est juste une question de filtrer le bon candidat et de s'assurer que nous avons une famille qui est là pour le long terme. On parlait donc de comment acheter à distance. C'est toujours une question qui est importante à considérer, car c'est quand même une distance qui n'est pas toujours... les entrepreneurs n'ont pas forcément la disponibilité pour se déplacer, donc on essaie de faire avec la distance. Une réservation d'un bien se fait donc à travers un notaire. Toutes les transactions sont faites à travers un notaire qui a pour but de vous procurer un titre de propriété sans gage, sans hypothèque, un titre qui est en fait capable d'être remis sur le marché pour que vous revendiez votre bien. Ensuite, nous ouvrons votre LLC, ça se fait en une journée, c'est une démarche assez simple, avec un coût de $250, donc c'est pas vraiment méchant. Et ensuite, avec l'aide d'une banque locale, la Wells Fargo, nous avons un compte qui s'ouvre pour vous procurer donc un visuel de vos loyers sur Internet et une carte bancaire qui vous permet d'utiliser cette carte bleue partout dans le monde.
Et ensuite, donc, bien sûr, l'acquisition du bien avec un contrat de location et des locataires qui rentrent rapidement dans votre maison. Avec Google, on arrive à quand même travailler à distance, voir les produits. Donc, généralement, sur Google, on arrive à voir les maisons. Et puis, on arrive tout de suite à voir les grands axes, des plans d'eau, des parcs où il y a les possibilités pour les enfants. Vous verrez des écoles, vous verrez donc la distance ou les proximités avec les plages. Aujourd'hui, avec ce système, on est quand même capable de... Et si on cliquait sur la photo de la maison, on se retrouve même dans la rue et on peut faire un tour complet du quartier et se rendre compte du voisinage. Je parlais donc de la Wells Fargo. Donc ceci est un exemple du site internet dans lequel vous iriez. Il y a plusieurs comptes qui sont disponibles. Nous essayons de prendre un compte où, avec un petit solde, le compte est gratuit, donc tous les mois, donc vous n'aurez pas de charge mensuelle. Il faut à peu près $3 000, donc c'est pas méchant. Après 2 mois de loyer environ, vous avez déjà le solde nécessaire pour éviter des frais mensuels. S'il y a des frais, ce sont des frais minimes, environ de $6 par mois. Nous sommes en train de mettre en place donc un logiciel qui vous permettra d'accéder sur Internet à votre situation financière de la maison. Donc un exemple parfait ici d'une maison qui vous donne donc les loyers. Donc par exemple, cette maison a reçu $10 400 de loyer jusqu'à présent, avec une dépense de $45. Donc voici un rapport qui vous sera donc disponible sur Internet à tout moment. Si vous rêvez au milieu de la nuit, vous pouvez consulter vos maisons. Voilà, donc en conclusion, on a bien vu que les prix remontaient, donc je pense que c'est intéressant de profiter de cette crise pour devenir propriétaire d'une région qui est très, très recherchée. Profitez du système Section 8 pour sécuriser vos loyers et acheter en toute simplicité quand même à distance avec une gestion locale franco-américaine. Voilà. Merci.